Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Weave. En ce 12e jour du 11e mois de l'an 6015 de la vraie lumière, les Mardis de l'ESSEC ont le plaisir d'accueillir deux personnalités partageant la même culture, la franc-maçonnerie. Héritière des Lumières, elle s'est construite dans l'ombre. Entre légendes bibliques, mystères antiques, cabale, hermétisme, traditions chevaleresques. Le cercle des maçons disparus demeure bien mystérieux. Et pourtant, vous êtes là, ce soir, sous les projecteurs, devant 400 profanes. La franc-maçonnerie, discrète oui, mais pas secrète. Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France, et Serge Moati, ancien franc-maçon, vont nous guider, compas et équerre en main, dans notre cabinet de réflexion. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Pourquoi devient-on franc-maçon ? Afin d'aller à la recherche de soi-même, par fascination pour un spiritisme occulte, ou tout simplement pour rejoindre le réseau des frères La Gratouille. Laissons nos métaux à la porte du temple, bandons-nous les yeux et planchons. L'initiation, si l'on en croit vos deux parcours, nécessite un grain d'anarchisme. Monsieur Moati, voulant suivre la spiritualité maçonnique de votre défunt père, vous devenez chevalier de l'idéal dès 18 ans. Le samedi, vous allez alors militer à la Fédération anarchiste du quartier latin. Monsieur Keller, ce n'est qu'à 37 ans que le grand architecte commence à vous faire de l'œil. Crise de la quarantaine ou nécessité de se faire des compagnons au moment où vous devenez administrateur civil au ministère de l'économie et des finances. Vous nous direz. Quoi qu'il en soit, c'est dans la loge ni Dieu ni maître d'inspiration anarcho-syndicaliste que vous choisissez de prêter serment. Des ouvriers de l'idéal anarchiste, certes, mais un anarchisme humaniste qui prêche un relativisme total en matière d'opinion religieuse ou philosophique. L'homme par l'homme, ni Dieu ni maître, progrès et laïcité. Un anarchisme donc, mais d'un style un peu particulier, des anards qui flirtent avec le pouvoir. Monsieur Keller, vous semblez l'avoir poursuivi, le pouvoir. Normalien, agrégé, Sciences Po, énarque, il ne vous manque que les secs. Un peu trop jésuite pour vous, sans doute. Bref, avec tous ces diplômes, on comprend que vous ayez pris goût aux différents grades maçonniques. Apprenti, compagnon, jusqu'à devenir grand maître du Grand Orient en 2013. Toujours plus haut, toujours plus fort. Et tout ça pour devenir en 2000 directeur commercial du groupe Renault et depuis 2011, directeur général de l'entreprise et concessionnaire automobile Nepcar. En somme, patron, grand maître et anarchiste. Ou comment devenir schizophrène avec une ribambelle d'oxymores. Monsieur Moati, vous aussi vous semblez aimer le pouvoir. Votre métier ? Journaliste, écrivain, animateur de télévision, producteur, scénariste, acteur et réalisateur. Rien que ça. Et dans ce petit monde du showbiz et des paillettes, vous côtoyez les plus hauts placés. En 71, vous devenez conseiller audiovisuel de François Mitterrand. De 81 à 85, vous êtes directeur des programmes, puis directeur général de France 3. Mais c'est alors, pour vous, le moment d'une prise de conscience originale. De la loge des frères à la République des petits copains, de l'entraide aux affaires, il n'y a qu'un pas. Énervé de voir votre famille maçonnique devenir un réseau, soucieux d'équité et de justice, vous quittez la franc-maçonnerie. Et c'est ici que nos deux invités s'opposent. L'un, entré jeune et par conviction, rend son tablier 17 ans plus tard. L'autre, entré tard, au moment où il rejoignait l'administration publique, est toujours un franc-mac endiablé, grand maître du Grand Orient, et prêchant sa bonne parole à tout va. À l'Observatoire international de la laïcité, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, au Conseil économique, social et environnemental, et enfin au Parlement européen, à qui vous avez d'ailleurs écrit en 2014 pour plaider l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux. Un activisme remarqué que vous partagez avec Serge Moati, qui continue d'écrire et d'animer des émissions de débats politiques et sociaux. Riposte, de 1999 à 2009 sur France 5, Objectif Élysée, Objectif Assemblée, et maintenant l'émission politique sur LCP.
L'un questionne, l'autre fanfaronne. L'un va à la rencontre des hommes sur le terrain et fait avancer les débats. L'autre brasse des grandes idées chimériques de progrès afin d'œuvrer à l'édification du temple idéal. L'un a quitté la franc-maçonnerie. L'autre y est resté. Alors finalement, la franc-maçonnerie est-elle utile? Quel modèle devons-nous suivre? Daniel Keller ou Serge Maotti? Que le grand architecte de l'univers garde un œil sur ce débat. Merci Clémence, merci Edmond. Alors, vous avez quelque chose à répondre à cette présentation? Je vous ai vu un petit peu réagir durant la présentation. Non, mais je crois que c'est d'abord, bonsoir à toutes et à tous. C'est une présentation, je trouve, pleine d'humour et finalement assez vraie. On aura l'occasion de revenir dans le détail, mais bon, Serge et moi, nous formons, je ne vais pas dire un couple maçonnique, mais il y a mille manières, finalement, d'entrer en maçonnerie et de s'y intéresser. Je crois que c'est loin d'être quelque chose d'univoque. Voilà, et je me reconnais dans ce qui a été dit me concernant. Monsieur Moati. Moi, je reconnais, j'aurais aimé une présentation encore plus flatteuse, si possible. Mais bon, je m'en tiens là, avec la décence qui convient à un modeste intervenant, surtout par rapport à un grand maître. Donc voilà, non, j'ai trouvé ça très marrant et ça m'a plu et j'espère que nous allons provoquer un dialogue et grâce à vous. Donc ça me fait très plaisir d'être là. Donc, pour commencer ce débat, nous aimerions traiter de la genèse et les principes de la franc-maçonnerie en première partie, si vous le voulez bien. Alors, comment peut-on expliquer qu'à un moment dans le XVIIIe siècle, le mysticisme chrétien, l'ésotérisme médiéval, le rationalisme des Lumières, tout un tas d'influences philosophiques, de pensées diverses, se réunissent et fondent la franc-maçonnerie? Monsieur Keller, peut-être en quelques mots, parce que on pourrait passer la soirée sur cette question-là. La maçonnerie, elle naît au début du XVIIIe siècle en Angleterre pour sceller ce qu'on pourrait appeler la réconciliation nationale. C'est-à-dire que l'Angleterre a traversé un siècle de guerre civile, de guerre de religion. Bon, et au début du XVIIIe siècle, on va dire que l'Angleterre connaît, pour employer une expression un peu anachronique, mais connaît un peu la fin de l'histoire. C'est-à-dire que se met en place une monarchie tempérée, une monarchie parlementaire. La société s'est réconciliée, la guerre entre les catholiques et les protestants est derrière la société, et la maçonnerie vient consacrer cela. La deuxième chose, c'est que la maçonnerie va évidemment puiser à l'esprit des Lumières et à l'aventure philosophique qui laisse entendre que le monde et la vie des hommes peuvent se comprendre sans nécessairement faire référence à Dieu, et que la raison humaine peut suffire à organiser une société civile et politique pacifiée organisée. Dès le XVIIIe siècle, il y avait déjà cette et évidemment, cette idée-là va alimenter la maçonnerie. Les maçons vont s'emparer, en tout cas, de ces idées, de cet esprit philosophique. On va trouver parmi les maçons célèbres Montesquieu, Voltaire, Jérôme Lalande, le physicien Jérôme Lalande. Donc on a là évidemment un courant philosophique dont les maçons vont s'emparer. Et en même temps, la maçonnerie va immédiatement réagir à ce que l'on n'aurait pas appelé à l'époque une forme de désenchantement du monde, c'est-à-dire qu'elle va aussi se doter d'une imagerie chevaleresque, elle va réinventer une mythologie pour finalement donner un peu de la chair à tout son travail. Voilà. Monsieur Moati, est-ce que vous pensez que cette pluralité d'origine, enfin cette pluralité de philosophie, pardon, à l'origine, explique la plasticité de la pensée maçonnique, le fait qu'elle passe par, elle s'imprègne au début du libéralisme anglo-saxon, puis passe dans les années 20 à un modèle plus socialiste, on peut le dire, elle se réclame à un moment de la pensée socialiste? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Alors allez-y. Je ne suis pas du tout d'accord et je ne pense pas comme Daniel Keller. La maçonnerie
née sous sa forme moderne, hein, en 1717 à Londres. Elle est issue, fille, cette maçonnerie, des anciens rites des bâtisseurs de cathédrales, on peut dire ça comme ça, qui ont construit ces cathédrales dans tout le Moyen-Âge occidental, etc. Dès les premières constitutions, je vois ici un écran où il y a les constitutions des francs-maçons de 1723, ces constitutions, elles disent qu'on ne peut pas être maçon si on n'est pas croyant et si on n'est pas un bon citoyen, en gros, tranquille, etc. Induit une sorte de religion universelle sur laquelle tout le monde est d'accord. Vous voyez, j'ai le texte, si vous voulez, ici, je peux vous le montrer. C'est le texte de la Constitution d'Anderson, parce que je savais qu'on allait parler de ça par indiscrétion, n'est-ce pas ? Et parce que je vous ai fait parler au téléphone. Mais je croyais l'avoir amené, mais voilà, je vais la trouver sûrement. La Constitution, c'est vraiment... voilà, un maçon est obligé par son engagement, article 1, d'obéir à la loi morale, et s'il comprend correctement l'art maçonnique, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irreligieux. Mais quoique dans les temps anciens, c'est là où ça se... Dans les temps anciens, les maçons fussent obligés dans chaque pays d'être de la religion de ce pays ou nation, quelle qu'elle fût, aujourd'hui il a été considéré plus commode de les astreindre seulement à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, etc., laissant à chacun ses propres opinions. Vous voyez, mais on ne pouvait pas, les mots ont un sens, hein, on ne pouvait pas être un athée stupide, ni un libertin irreligieux. Donc il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour qu'une partie de la maçonnerie, le Grand Orient de France, présidé actuellement par Daniel, donc, qui est le grand maître de cette obédience, qui est la principale obédience de ce pays, 50 000 membres, en 1877, prend ses distances avec cette maçonnerie des origines. C'est-à-dire en disant, non, on croit à la liberté de conscience. Et c'est très important pour nous de croire à la liberté de conscience, mais c'est, si j'ose dire, récent, par rapport à la maçonnerie des origines, à laquelle je me réfère, moi. Vous voyez, ma maçonnerie à moi était une maçonnerie religieuse, au sens fort, c'est-à-dire pas d'une religion particulière, comme le dit l'article 1 de la Constitution de 1723. Mais bon, il fallait croire en Dieu. Quand j'entrais en loge, au jour de mon initiation, j'avais une épée dressée contre moi, et on me disait, en qui placez-vous votre confiance ? Et il fallait que sans qu'on me souffle, je dise en Dieu. Vous voyez donc, vous voyez bien qu'il y a là, ça ne veut pas dire qu'au Grand Orient, tous les gens ne pratiquent pas comme ailleurs dans d'autres obédiences plus déistes. Mais en tout cas, il y a eu une séparation d'une certaine façon, une tradition maçonnique très incarnée en France excellemment par le Grand Orient de France, qui a pris ses distances avec la maçonnerie anglo-saxonne, d'origine anglaise, enfin évidemment, qui, elle, était évidemment initiatique et se considérait comme un ordre purement initiatique et n'a aucun rapport avec la vie politique ou sociale du pays dans lequel elle vit. Vous voyez ? Donc c'est important que je crois que vous ayez, pardon hein, d'avoir été un peu cuisse très long, mais c'est important que vous ayez cette séparation, cette idée comme ça de maçonnerie IES un peu différente. Donc, Monsieur Keller, libertin et religieux ? Et pour répondre et rebondir sur ce que dit Serge, je ne suis pas certain que les maçons qui effectivement considèrent la maçonnerie comme une religion de substitution, je ne suis pas certain que les maçons du XVIIIe siècle se retrouveraient dans cette maçonnerie-là qui fait de la maçonnerie une religion de substitution. Parce qu'au XVIIIe siècle, comme le dit Serge, la religion dont il est question, c'est la religion naturelle, c'est la loi naturelle. On est en plein dans la philosophie des Lumières. Alors effectivement, dans les constitutions d'Anderson, on dit que bon, il y a des personnes qui ne peuvent pas entrer en maçonnerie. Bon, la première catégorie, ce sont les athées. Mais ça, c'est dans la théorie de John Locke. Quand on lit ce grand philosophe anglais qu'est John Locke, il dit on ne peut pas construire un pacte social avec des athées parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Bon, c'est quelque chose qui a évolué entre-temps. Mais au XVIIIe siècle, on met les athées au banc de la société. Deuxième catégorie de personnes qui ne peuvent pas entrer en franc-maçonnerie, ce sont les femmes. Bon. Et d'ailleurs, dans les constitutions d'Anderson, Anderson met sur le même plan les femmes et les domestiques. Bon. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans une situation de minorité juridique. Bon. Ça a beaucoup changé depuis l'époque. Mais donc, voilà, il y a donc
des catégories qui sont exclues. Mais la religion, c'est la religion naturelle. C'est la religion de Voltaire. Et le seul Dieu dont parle Anderson dans les Constitutions, c'est le Dieu de l'amitié. Il dit la franc-maçonnerie, elle est pour restaurer, pour sceller l'amitié entre les hommes. Donc c'est ce Dieu de l'amitié. C'est ce Dieu de l'amitié qui a un prolongement. Il y a un grand maçon qui s'appelle le chevalier de Ramsay, qui va en 1736, alors que la maçonnerie s'installe en France. La maçonnerie s'installe en France à la fin des années 20, à la fin des années 1720, qui va produire un grand discours dans lequel il va dire finalement à quoi sert la maçonnerie, parce que à quoi ça sert. Il dit la maçonnerie, elle est là pour instaurer la République universelle. Il dit pourquoi ? Parce que il dit finalement les nations ne sont que les membres d'une seule et même famille. Voilà. Et cette maçonnerie, et ça, c'est l'esprit cosmopolitique du XVIIIe siècle. Hein, si vous lisez Kant, l'esprit cosmopolitique qui est porté par cette philosophie des Lumières et ce philosophe allemand. Et on ne parle pas du culte de l'être suprême que Robespierre va instaurer pendant la Révolution, même s'il était lui-même maçon. On ne parle pas de grand architecte de l'univers. C'est des choses qui vont arriver progressivement. Et la maçonnerie anglaise va durcir cette position à mesure qu'elle va sentir, notamment, que d'autres, comme la maçonnerie française, la maçonnerie du Grand Orient, prend ses distances avec ça. Et donc la maçonnerie anglaise, aujourd'hui, repose sur des règles strictes dont le dernier énoncé remonte à 1929. Et la maçonnerie anglaise dit, voilà, pour pouvoir dialoguer avec la Grande Loge d'Angleterre, qui est un peu la Mecque, on va dire la Mecque de la maçonnerie, si je puis dire, bon, le Vatican de la maçonnerie, eh bien, cette maçonnerie anglaise dit, bon, d'abord, il faut croire en un Dieu révélé, il faut travailler sur la Bible, on n'accepte toujours pas les femmes, c'est interdit qui vient du XVIIIe siècle perdure, et puis, à l'inverse, il y a des obédiences comme le Grand Orient de France, où une maçonnerie, on va dire, libérale s'est élaborée au cours du XIXe siècle, de façon assez intéressante. C'est seulement en 1849 que le Grand Orient impose dans ses textes la croyance en un grand architecte de l'univers. Avant, il n'y avait rien de tout ça. Il le fait en 1849, après la Révolution de 48, qui est, à certains égards, une révolution un peu religieuse. C'est la Révolution de 48, c'est la révolution des maçons. C'est là, certainement, où ils ont été le plus aux commandes. Quel rapport entretient le Grand Orient avec la Grande Loge unie d'Angleterre ? Aucun. Avec le Vatican ? Aucun, parce que il y a un schisme qui sépare ces deux maisons, on va dire. Il y a un schisme parce que même si on se rencontre de manière informelle, ces deux maçonneries ne reposent pas sur les mêmes fondements, sur les mêmes piliers, et en même temps, elles ont des origines communes. C'est-à-dire, quand on renvoie tout cela au XVIIIe siècle, les origines sont communes. Justement, en fait, vous parliez d'une grande famille. Alors, la franc-maçonnerie est une œuvre d'homme avant tout, et justement, on voit certains membres de votre famille. Justement, comment vous jugez ces hommes qui ont fait des choses assez noires dans notre histoire ? Alors, je pense a priori à Kipling, à Jules Ferry, donc, dont la pensée colonisatrice sont vraiment vraiment douteuses. Je pense également à l'affaire des fiches au moment des bouffeurs de curé avec Combes. Il y a quand même la franc-maçonnerie entretient tout de même une relation assez particulière avec ses membres. Donc, comment jugez-vous ces hommes qui ont un peu fauté dans l'histoire ? Ou alors, ou acceptez, vous les acceptez dans... Les exemples que vous citez, ce ne sont pas des exemples d'hommes qui ont fauté. Vous citez l'exemple de Jules Ferry. Alors c'est vrai que Jules Ferry est celui qui, notamment, a voulu détourner le regard de la France de la ligne bleue des Vosges. Bon, à l'époque où l'Alsace-Moselle était annexée par l'Allemagne. Et donc, il a été à l'origine de l'aventure colonialiste, notamment en Asie du Sud. Mais en même temps, Ferry est un républicain convaincu. C'est un républicain convaincu. C'est lui qui va quand même porter les grandes lois sur l'école publique qui finalement sont au fondement de l'école telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, avec quelques difficultés. Et finalement, Ferry est un des fondateurs, un des bâtisseurs de cette République dans laquelle nous vivons toujours. C'est-à-dire que quand la République s'instaure de manière définitive, pense-t-on en 1870, après la défaite de l'Empire, quand la République s'installe, il faut lui donner effectivement des fondements, et la laïcisation des institutions publiques va être des grandes actions de cette République, donc à travers l'œuvre de Ferry. Donc Ferry
Ferry est un grand homme. Hein, je crois qu'il ne faut pas... Dans son ensemble, rien à redire sur... Non, mais quand je dis c'est un grand homme, il faut bien entendu que ça n'interdit pas, loin de là, et Mona Ozouf a écrit un livre très éclairant sur l'œuvre de Ferry, ça n'interdit pas d'avoir un jugement critique sur, effectivement, la conception que Ferry se faisait de la mission civilisatrice de la France. J'entends bien. Mais il faut éviter les analyses, les jugements rétrospectifs. Bon. Hein, mais bon, voilà, c'est un élément sur lequel on a beaucoup écrit. Mais les maçons, en général, on va dire, ont toujours été guidés par un esprit de conviction. Victor Schœlcher, qui est à l'origine de la loi d'abolition de l'esclavage, bon, c'était un commerçant, il voyageait, il est allé aux Antilles, et je dirais que c'est ça qui fait le geste maçonnique. Finalement, Schœlcher est indigné par ce qu'il voit. Il est indigné par l'esclavage, il a une réaction humaniste. Il dit, mais c'est quelque chose, on ne peut pas se décrire comme la patrie des droits de l'homme. Alors l'esclavage avait été aboli une première fois et puis rétabli par Bonaparte, mais Schœlcher, on ne peut pas tolérer quelque chose comme cela. Mais en même temps, en abolissant l'esclavage, on exproprie des propriétaires et la loi indemnise. Vous voyez, les choses sont comme ça. Vous mettez sur un pied d'égalité Victor Schœlcher et Ferry, donc qui appartiennent tous les deux à votre panthéon maçonnique. Ils appartiennent au panthéon maçonnique. Je ne sais pas s'il faut les mettre sur un même pied d'égalité, mais je ne crois pas que Ferry mérite l'excès d'indignité que vous semblez sous-tendre dans la présentation que vous faites. Voilà, je crois que Jules Ferry est un grand républicain, même si effectivement l'œuvre coloniale à l'origine de laquelle il a été est critiquable et incontestablement mérite un jugement beaucoup plus nuancé que l'œuvre scolaire qu'il a réalisée. Et l'affaire des fiches, justement, Alors l'affaire des fiches, à l'époque, il n'y avait pas la CNIL. Bon, donc la question se posait dans des termes un peu différents. Donc c'est répréhensible. Bien entendu que ficher les militaires est en soi quelque chose de répréhensible, mais là aussi, il faut recontextualiser. On est à un moment dans l'histoire de la République où la République est encore incertaine sur ses bases. Et on a connu la crise du boulangisme, etc. Ouais. Et l'armée est toujours suspectée d'esprit factieux. On craint toujours une possible révolution guidée par l'armée contre la République. Bon, donc la question se pose de savoir finalement qui doit-on promouvoir dans l'armée ? Ceux qui ne sont pas chrétiens, a priori. Oui, donc qui doit-on promouvoir ? C'est-à-dire quels sont les bons républicains parmi les cadres dirigeants de l'armée ? Bon, eh bien, la réponse est toute trouvée. Le bon républicain, c'est le maçon. Au moins, on est sûr qu'il ne va pas opérer contre la République. Alors, je ne dis pas que je partage cette analyse, mais j'essaie de la repositionner dans son contexte. Et donc, évidemment, on commence à favoriser ceux qui sont maçons, et puis au contraire, les autres, à les attaquer. Mais bon, il faut remettre tout ça dans son contexte. L'affaire Dreyfus n'était pas très loin. C'est-à-dire, l'affaire Dreyfus reste quand même une honte pour l'éternité. Quand on parle de jugement de valeur, une honte pour l'éternité vis-à-vis de l'armée, quoi qu'on en pense. Bon, donc on est dans un moment où les choses sont évidemment complexes et il n'y a pas c'est pas blanc ou noir. Alors bon, le processus, je ne valide pas le procédé, bien entendu. Et d'ailleurs, ils s'y sont tellement mal pris que ça a tout de suite été su, ça a été éventé et ça a fait chuter le ministère Combes. Mais justement, cette question était là pour apporter un peu de gris dans toute la lumière. Monsieur Moatti, au début de cette interview, vous avez éclairé la salle donc de vos lumières sur les constitutions d'Anderson, cette généalogie franc-maçonne. On aimerait maintenant faire un petit point de vocabulaire. Est-ce que vous pourriez nous définir loge, atelier, temple, convent, obédience pour la salle et pour que le débat soit plus simple ensuite? En 2 minutes. Auriez-vous la gentillesse de poser une question précise? Quelle est la différence entre atelier et temple? Atelier et temple, non. Un temple, c'est un lieu. C'est un lieu. Vous êtes d'accord que ce sont 2 éléments de vocabulaire? Oui, bien sûr, non, bien sûr. Mais un temple, c'est un lieu. C'est un temple. Bon, c'est un temple où des maçons se réunissent. Un atelier, c'est à l'intérieur de ce temple un groupe
humain, de frères, ou de frères et sœurs, ou de sœurs. Parce qu'il y a 3 types d'obédience. Il y a des obédiences mixtes, il y a des obédiences féminines entièrement et des obédiences masculines entièrement. Il y a une 30aine d'obédiences en France. Et donc, pas de l'importance du Grand Orient, mais enfin, une 30aine d'obédiences. Et un temple, donc, un atelier, ça réunit 30 à 40 frères, sœurs, non, et dans un temple, il y a plusieurs loges. D'accord ? Une loge, ça réunit 30 ou 40 personnes. Voilà. Quelle différence faites-vous entre obédience et loge? L'obédience, l'obédience c'est une fédération de loges. Pour le public. Oui, non, mais l'obédience c'est une fédération de loges. Il a travaillé son C'est-à-dire sujet. qu'il y a des centaines de loges dans une obédiance. Vous voyez ? Et ça c'est bon, elles sont regroupées sous le pavillon, si j'ose dire, d'une obédience qui les regroupe. Vous voyez, c'est ça. Mais le lieu où la maçonnerie s'incarne, c'est la loge. Très bien. La loge souveraine. On dit ça comme ça. Est-ce que le langage, le vocabulaire joue un rôle prépondérant dans l'initiation, Bien sûr. la voix Bien maçonnique? sûr, bien sûr. C'est-à-dire que moi qui suis un fou, un fanat du rituel maçonnique, que j'aime beaucoup, tout est une question, c'est très théâtral, et c'est une question de mots, le rituel. C'est une question de mots. C'est comme vous êtes dans une représentation théâtrale, et pendant le temps de la représentation, il faut y croire. Et si vous n'y croyez pas, c'est une catastrophe. Parce que pour moi, c'est une initiation, la maçonnerie. Ça n'a aucun rapport avec ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la République, le machin. Ça n'a aucun rapport, pardon. Mais c'est là où il y a peut-être une petite séparation entre Daniel et moi. Pas séparation, parce qu'on s'aime beaucoup. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, pour moi, je ne suis pas de gauche quand je vais... vous avez fait observer dans votre drôle, marrante intervention là, de présentation que j'étais anard quand j'étais petit et après socialo, puisque j'étais conseiller de Mitterrand, il valait mieux être socialo, vous savez. Mais en loge, je ne suis rien du tout, je suis maçon. Et ça n'a strictement aucun rapport. Et dans ma maçonnerie à moi, on ne parle jamais des problèmes de société ou des problèmes de politique au sens large. J'ai passé ma vie en maçonnerie à être totalement clivé. Enfin, clivé. Ça veut dire que je ne m'intéressais pas au monde à partir du moment où je franchissais le temple. Ça n'empêche pas que l'enseignement maçonnique me prédisposait au monde, enfin me prédisposait, évidemment, ça va de soi. Mais là-bas, non, je pratiquais un rituel et uniquement un rituel. C'est important que vous compreniez cette différence-là entre les maçonneries qui se rattachent tous à un tronc commun, toutes, évidemment, mais des pratiques différentes. Ça rejoint parfois tout à fait ce que vous appelez l'utopie maçonnique. Ce lieu... Oui, Monsieur Keller. Oui, juste revenir sur le mot temple. Oui, vas-y. On parle des constitutions d'Anderson, c'était un pasteur protestant. Il y a des liens très forts entre le protestantisme et la maçonnerie. Donc les protestants se réunissent dans des temples, les maçons se réunissent dans des temples. Il y a une conjonction historique. Après, je suis très sensible à ce que dit Serge, même si effectivement nous avons des pratiques maçonniques différentes. La maçonnerie, ça n'est pas un syndicalisme déguisé. Je dis souvent, ce n'est ni un parti politique sans programme, ce n'est ni une religion sans Dieu, et ça n'est ni une psychanalyse sans divan. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, la maçonnerie, il y a effectivement, dans certaines obédiences, plus dans la mienne et pas dans celle de Serge, la volonté de travailler sur des enjeux de société. Bon, voilà, des enjeux de société. Je ne sais pas si Jean Zay aurait pondu ces fameuses circulaires sur la laïcité à l'école, quand il disait que les querelles des hommes, qu'elles soient religieuses ou politiques, ne devaient pas entrer dans l'espace de l'école publique. Bon, c'est quand même des propos très actuels. Aurait-il pensé comme cela s'il n'avait pas été maçon, j'en sais rien. Mais la maçonnerie, c'est aussi une école de spiritualité. Et quand vous parlez là, vous montrez des images du temple, du décor, du rituel. Alors je ne dirais pas de la maçonnerie ce qu'Edgar Faure disait du Sénat. Il disait le Sénat, liturgie, léthargie, litanie. Bon, un peu sévère. Enfin, c'était Edgar Faure. Donc il est vrai qu'il y a une liturgie d'une certaine manière dans le travail maçonnique. Il y a des textes, il y a des formules avec des expressions
à caractère symbolique. On ouvre les travaux à midi. Bon, même si c'est à 20h, en règle générale, on se réunit à 20h. Mais on ouvre les travaux à midi, on travaille de midi à minuit. Donc ça a tout un sens. On a des manifestations plus particulières lors des solstices d'hiver et d'été. Donc parce que ça s'inscrit aussi dans une vision, une perception de l'hiver. Donc voilà quelques exemples qui évidemment renvoient à cette idée que la maçonnerie est aussi l'éveil à une certaine spiritualité. Alors ça peut aller jusqu'à une spiritualité transcendante avec un dieu, mais ça peut être aussi ce que j'écris dans ce livre que j'ai coécrit, l'Utopie maçonnique, une spiritualité immanente. On peut vivre une spiritualité qui ne passe pas nécessairement par Dieu. Bon, ce serait un débat philosophique, mais en tout cas, voilà ce que la maçonnerie apporte. Et en tout cas, le rituel, le décor, les outils. Pourquoi le compas? Pourquoi l'équerre? Parce que ces outils, finalement, sont la métaphore de valeurs morales. La droiture pour l'équerre, etc. Le fil à plomb. Bon. Alors, évidemment, les maçons, ils ont créé leur propre histoire. Donc on sait que la filiation entre les bâtisseurs de cathédrales et les maçons, il n'y en a pas. Bon. Et c'est très compliqué d'ailleurs de voir comment les premières loges maçonniques, on les identifie à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, quelque part entre l'Écosse et l'Irlande. Bon, c'était des sociétés de métiers, et puis petit à petit, ces sociétés de métiers, il n'y a plus personne dedans. Donc, comme elles commençaient à se vider, on a fait venir des bourgeois, des gens des villes, et puis ça s'est progressivement transformé. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un lien direct entre la maçonnerie qui naît au XVIIIe siècle et puis les bâtisseurs de cathédrales. Même si, dans cette histoire que nous nous sommes inventés, que nous nous sommes donnés, évidemment, il y a une dimension symbolique importante dans la référence à la construction d'une cathédrale, parce que la maçonnerie insiste beaucoup sur la notion de transmission. Voilà, on n'existe pas seul. La maçonnerie, on apprend à naître ensemble, et cet apprentissage, évidemment, quand on pense aux bâtisseurs de cathédrales, en règle générale, comme il fallait un siècle pour construire une cathédrale, quand tout se passait bien, si elle ne s'effondrait pas entre-temps, celui qui commençait le chantier, il ne voyait jamais la fin. Métaphore du travail maçonnique. On entreprend quelque chose dont on ne verra jamais la fin. Et je crois que tout cela, évidemment, structure la spiritualité maçonnique. Et justement, en fait, pour revenir, Monsieur Moatti, à votre lien à la franc-maçonnerie, on voit vraiment l'importance que ça a eu, mais vraiment sur le côté vraiment plus spirituel. Et justement, vous avez été dans la tribune, vous êtes invité en tant qu'ancien franc-maçon. Mais pourquoi avoir quitté la franc-maçonnerie? Et quitte-t-on vraiment la franc-maçonnerie? On la quitte formellement, en tout cas. Formellement, enfin, oui. À un moment, j'ai dit, je ne viens plus. Vous êtes toujours attaché aux idéaux? Oui, mais j'ai pas d'idéal maçonnique, c'est autre chose. Non, vraiment, tous les mots sont piégeux. J'ai pas un idéal maçonnique, j'ai une pratique maçonnique, c'est très différent. J'ai une pratique maçonnique d'un rituel. Et c'est pour moi, vraiment, c'est très différent, quoi. C'est un rituel qu'il faut apprendre par cœur et répéter comme ça, comme l'ont fait des frères anciens passés à ce qu'on appelle l'Orient éternel depuis des siècles et des siècles. On ne doit rien changer à la tradition maçonnique. C'est ainsi que j'entendais la maçonnerie, celle que j'ai pratiquée. Et donc, vous voyez, je suis parti, après avoir aimé profondément la maçonnerie, pas du tout honte d'avoir dit que je l'étais, au contraire fier d'avoir été maçon, vraiment. Enfin, et la preuve, je suis là. Enfin, si je voulais pas, ça fait 30 ans que je suis parti, vous vous rendez compte. Donc, si je suis venu ici, si je suis ami avec beaucoup de maçons, qui me font l'amitié aussi de me donner leur amitié, c'est que je n'ai jamais dit que je ne l'étais pas. Enfin, si, mais je n'ai jamais rompu, genre, sèchement, vous voyez. Non, le jeune homme que j'étais, à 18 ans, était très heureux d'entrer en maçonnerie, et j'ai adoré ça. Donc, vous voyez, ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie, en ne faisant que des rituels. Ça m'a appris, par exemple, à écouter l'autre. Vous voyez, ça a l'air idiot sur le plan comme ça, à parler de fraternité aussi, mais toujours dans le cadre d'un rituel extrêmement serré et étroit. Vous voyez, et ça m'a appris à prier avec des frères. Et ça, pour moi, c'est très important. Oui, prier, parce que c'était une religion, d'une certaine façon, pour moi. Pas une religion sans Dieu, une religion avec Dieu. Et donc, voilà, je ne peux pas dire le contraire. Je mentirais en vous disant autre chose que ça. C'était ça, c'était ce que Daniel appelle une religion sans Dieu, mais, ou un ersatz de religion.
Ben, moi, j'étais pas dans un ersatz de parti politique. J'étais dans un ersatz peut-être de religion, mais Dieu, sa présence en tout cas, qui m'a porté tellement, était présent dans le temple, ce qu'on appelle Dieu, ce que j'appelle Dieu, était présent dans le temple grâce au rituel très ancien, connu en 1717, mais bien avant. En 1599, déjà, il y avait un rituel maçonnique. Et Dieu sait que c'était pas le début de la chose, c'était pas le début de l'histoire maçonnique. Donc je ne crois pas, si vous voulez, que... Alors quand je suis parti, puisque c'est ça votre question, pardon, quand je suis parti, c'est que j'étais patron de France 3, et je trouvais qu'il y avait des gens qui me serraient la main d'une manière bizarre, et qui me parlaient de philosophie commune, on est dans la même boutique, des mots comme ça. Et vraiment, je ne comprenais rien, enfin plutôt je comprenais trop, et j'ai préféré me mettre en sommeil, on dit se mettre en sommeil. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les francs-maçons sont tous comme ça, pas du tout. Hein. J'ai jamais dit du mal de la maçonnerie, et je ne commencerai pas ce soir. Mais simplement, je trouvais qu'il y avait des gens qui avaient un usage de la maçonnerie, en l'occurrence, qui ne me plaisait pas, qui ne me convenait pas. Je n'ai pas besoin de la maçonnerie pour être fraternel, je n'ai pas besoin de la maçonnerie pour être attentif à l'autre, je n'ai pas besoin de la maçonnerie pour être républicain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La maçonnerie, c'est autre chose, c'est un truc très perso pour moi, très perso, dans mon rapport avec ce qu'on appelle la divinité. Donc ça n'a strictement aucun rapport avec ça, et je n'aimais pas qu'on mélange la politique, la maçonnerie. Je n'aimais pas ça du tout, cette chose-là. Donc je suis parti parce que je trouvais que ça devenait une sorte de club, de Rotary subalterne, de je sais pas quoi, de Lions Club, de trucs comme ça. Club. Hein? De Jockey Club. De Jockey Club, oui, je ne connais pas, mais j'imagine. Et en tout cas, je ne pouvais pas supporter ça, et je trouvais que c'était, d'une certaine façon, oui, pas caricaturé, mais enfin ne pas faire ce qu'il convenait de faire en maçonnerie. Donc je suis parti, mais ça ne veut pas dire que... Mais j'ai fait des films après sur la maçonnerie dans le monde, j'ai fait des films sur la maçonnerie en France. Enfin, vous voyez, je reste toujours dans cette mouvance-là. Je suis un franc-maçon qu'on appelle sans tablier. Très bien. On reviendra sur la bonne manière de serrer les mains. Oui. Juste peut-être un mot peut-être pour compléter ce que disait Serge. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur le Rotary ou le Lions Club. D'ailleurs, ces clubs services, comme on les appelle, ont été le plus souvent fondés par des francs-maçons. Et en tout cas, ça met l'accent sur l'une des missions que la maçonnerie s'est donnée dès le départ, c'est la philanthropie. La franc-maçonnerie, c'est pas simplement un rassemblement spéculatif, c'est aussi un mouvement philanthropique. Alors bon, ça a été philanthropique. Au milieu du 19e siècle, on a changé de logiciel, on va dire, et on a commencé à parler de solidarité. C'est le mouvement du solidarisme avec un grand maçon que fut Léon Bourgeois, qui a été président de la Société des Nations, qui était président du Conseil peu de temps, mais qui est un grand homme. Et donc, cette notion-là est évidemment importante pour comprendre, et la maçonnerie continue d'avoir une action de solidarité, bien entendu, aujourd'hui. Ce que disait Serge, que je partage, malgré nos cheminements différents, c'est que la maçonnerie, c'est aussi un vécu. C'est-à-dire qu'être franc-maçon, c'est accepter d'entrer dans un temple que l'on va fermer à double tour. Il n'y a pas d'issue de secours. Et voilà. Et donc, il y a un phénomène de claustration. Et finalement, vous êtes avec d'autres personnes et il faut construire un lien. Il faut construire quelque chose. Il faut construire un lien. On réussit dans une loge ce qu'on n'arrive plus vraiment à faire dans la société aujourd'hui. À créer de l'écoute. Serge parlait de l'écoute, du lien, du liant. On parle beaucoup de l'utopie de la reliance. Bon, quand on parle de la maçonnerie aujourd'hui... On en revient à l'étymologie de la religion. Oui, mais religion, c'est relié, religaré au départ. Donc, et certaines fois, ce lien qui se crée, ce lien invisible, à travers les échanges, il peut atteindre une certaine intensité. C'est ce qu'on appelle l'égrégore. Ce n'est pas une extase monacale. On n'est pas comme des moines cisterciens qui, à un moment donné, sont saisis de frissons par la qualité du silence. Non. Mais il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle l'égrégore, un sentiment
un sentiment un peu extraordinaire qui relie les individus les uns aux autres. On éprouve quelque chose, c'est pas une drogue, hein, mais on éprouve quelque chose qu'on n'éprouve pas dans le métro, qu'on n'éprouve pas dans le boulot, qu'on n'éprouve pas avec une réunion de bons copains, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, tout à fait... C'est ce qui explique la raison pour laquelle la maçonnerie n'a pas disparu 250 ans après. Parce que d'abord, elle a disparu parce qu'elle a été persécutée. Et puis, il y a les partis politiques qui sont nés et qui sont morts. La maçonnerie, presque 3 siècles après, elle est toujours là. C'est parce que ça a commencé comme une réunion de bons copains. Les premiers maçons se réunissaient dans des tavernes pour boire un coup. Bon. Et puis, progressivement, ils ont mis du contenu dans tout ça. Et de la taverne, ils sont passés au temple. Et ça crée quelque chose qui, à la fois, suscite la curiosité pour tous celles et tous ceux qui ne sont pas maçons, et qui fait que même si l'on quitte la maçonnerie ne vous quitte jamais. Vous parlez de philanthropie dans votre intervention. La philanthropie véhicule des idéaux d'égalité, des valeurs comme l'égalité. Comment la philanthropie? Et c'est très présent dans le discours dans les obligations d'Anderson, dans le discours de Ramsay, que vous avez à juste titre cité au début de votre intervention. Comment on concilie cette mission maçonnique, ces idéaux d'égalité, avec tout de même, disons-le, une présence des élites au sein de la franc-maçonnerie. Vous qui êtes sensible à la sociologie, Daniel Keller, faites-nous la sociologie des personnes du Grand Orient, des différentes loges. Je pense qu'il ne faut pas, disons, attacher trop d'importance à cette idée que la maçonnerie serait un rassemblement d'élites. Bon, c'est à mon avis largement faux. On va dire qu'il y a eu 2 grandes périodes historiquement. Il y a eu jusqu'à la guerre la République maçonnique, la Troisième République, ça c'est clair, avec une sorte de superposition parfaite entre maçonnerie et politique, d'où la naissance 1913 d'obédiences plus spiritualistes qui vont vouloir se détacher de cela. Mais ça, c'est très clair, on le voit effectivement jusqu'à la guerre. Mais la maçonnerie, c'est aussi à l'époque l'école de la deuxième chance, c'est-à-dire c'est le lieu où on vient parfaire des savoirs qu'on n'a pas forcément acquis à l'école où on n'est pas allé. Bon. Et puis, aujourd'hui, la maçonnerie, très différente de ce qu'elle a été, c'est, on va dire, un groupement où on retrouve essentiellement des classes moyennes. Bon. Alors, c'est pas non plus l'amicale des préfets, des présidents d'université, des patrons de médecine. Il y a eu une période, on va dire, où la maçonnerie s'est un peu repolitisée, c'est dans les années 60-70, avec, dans la mouvance de ce qu'allait être la gauche, hein, avec des maçons comme Roland Dumas, comme Charles Hernu, qui, en même temps, utilisaient la maçonnerie comme une sorte de creuset où ils puisaient des idées qu'ils ensuite faisaient partager dans le projet politique qu'ils construisaient. Donc il y a eu très certainement, dans ce moment-là, une maçonnerie peut-être un peu politisée, entre guillemets, mais c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Mais pour autant, moi, l'expérience que j'ai depuis 20 ans du Grand Orient de France, c'est que on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que le temps où un président de conseil départemental, pour prendre l'expression d'aujourd'hui, ou le maire d'une grande ville était en même temps vénérable maître de sa loge, c'est terminé ce temps-là. C'est terminé parce que ça ne marche plus comme ça. Parce que la maçonnerie, jusqu'à la guerre, elle a à la fois remplacé les cabinets ministériels qui n'existaient pas, l'administration qui n'existait pas encore, l'ENA qui n'existait pas encore, elle était un peu tout ça à la fois, quoi. On allait puiser dans les loges un peu c'était l'antichambre du pouvoir. Mais ce temps est révolu et il ne faut pas le regretter. Sur le principe, pardonnez-moi si je me trompe, mais de pouvoir dire à des personnes, voilà, toi tu es franc-maçon, tu vas pouvoir travailler au perfectionnement de l'humain, tu vas pouvoir travailler avec nous à ton propre perfectionnement, s'arroger le droit de dire ça, de désigner des, j'ose pas dire élus, mais désigner des personnes qui vont avoir le droit d'entrer dans ce rite. Comment on assume? Moi je vais vous dire, c'est beaucoup plus facile d'entrer en maçonnerie que d'entrer à l'ESSEC.
Parce que 85% des candidats entrent en maçonnerie. Vous avez tous vos chances. Hein. Donc, donnez-moi le taux de réussite pour rentrer à l'ESSEC, à mon avis, il est très loin de ce pourcentage. Donc non, la maçonnerie, il n'y a pas de sélection. Simplement, demain, vous souhaitez entrer en maçonnerie, on va vous demander, pourquoi vous voulez entrer en maçonnerie. Donc, on va vous dire, voilà, quelles sont vos intentions, pourquoi, qu'est-ce qui vous... et on dit toujours dans nos rituels, on demande simplement, c'est une formule un peu 18e, on dit on veut quelqu'un qui soit pur et de bonne mœurs. Une fois et libre et de bonne mœurs. Quand on a dit ça, bon, ça laisse quand même de la place pour beaucoup d'appréciation. C'est aussi le cas à l'ESSEC. Nous sommes tous purs et libres de bonne mœurs. Bon, je n'en doute pas. Donc, voilà, tout le monde est le bienvenu en maçonnerie. Simplement, on va vous dire, attention, il faut travailler, il faut être présent, l'assiduité. Alors, je ne sais pas si à l'ESSEC vous êtes aussi exigeant sur l'assiduité, mais peut-être que là, oui, quand même, on pourrait vous donner quelques leçons. Donc l'assiduité, c'est clair que si vous ne venez pas, vous êtes radié. Bon, on va vous demander de travailler sur des choses que vous savez, quand vous entrez dans une loge maçonnique, que vous soyez diplômé ou que vous ne le soyez pas, vous allez être mis sur un vrai pied d'égalité. Et voilà, on va demander de travailler, quel que soit en quelque sorte votre background. Donc voilà, c'est ça qui motive l'intérêt. Après, la construction de soi, on dit en maçonnerie, on est là pour améliorer l'homme et la société. Bon, après, il y a cette spiritualité intérieure, il y a ce travail qui va plus ou moins vous brancher, ça va... C'est quelque chose qui prend du temps. C'est une école de la liberté, la maçonnerie. On ne donne pas d'ordre. Moi, je ne suis pas le PDG du Grand Orient de France. J'occupe une fonction. Mais en termes d'assiduité, est-ce que tout le monde est égal face à l'assiduité? Est-ce que certains travailleurs ont moins l'opportunité peut-être de s'échapper de leur travail C'est vrai que les personnes de conditions modestes, évidemment, on ne va pas faire une analyse à la Bourdieu en disant qu'ils s'auto-excluent. Mais il est vrai que, au XVIIIe siècle, vous aviez dans la maçonnerie à la fois des magistrats, des hommes de loi, mais aussi des commerçants. Prenez une ville comme Bordeaux, qui est une ville maçonnique importante, vous y retrouvez tout le commerce bordelais dans la maçonnerie. Bon, vous avez dans les années 30, des agents des perceptions, des contributions indirectes, tout ce qu'on appelait, etc. Vous retrouvez encore aujourd'hui beaucoup de gens de la fonction publique, toutes catégories confondues, des agents, des agents C, des agents B, comme des cadres supérieurs. Vous trouvez beaucoup de professions libérales, des professions indépendantes. Est-ce que vous trouvez beaucoup d'ouvriers d'usine? D'abord, on en a de moins en moins. Bon, ça c'est une chose. Et il est vrai que la maçonnerie a été très présente, et elle l'est toujours, dans les grands départements industriels français. Le Nord, le Pas-de-Calais, vous avez de la maçonnerie. C'est une maçonnerie historique. Parce que, elle a ses racines avec ce qu'a été notre histoire. Mais le combat pour la démocratisation de la maçonnerie, il est à continuer, il est à poursuivre, on peut toujours faire mieux, mais je trouve qu'il y a quand même une diversité sociologique assez exemplaire, et en tout cas, vous y rencontrez, et moi en tout cas, j'y ai rencontré des hommes et des femmes, puisque maintenant le Grand Orient s'est ouvert aux femmes, que je n'aurais pas rencontrés si je n'avais pas été maçon. En tout cas, je ne les aurais pas rencontrés à l'ENA, ou au ministère des Finances, ou chez Renault. Justement, en parlant des femmes, ouvert aux femmes, mais maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup? Enfin, en termes de... on ne va pas parler de parité, mais... Le Grand Orient, on est plus de 51 000. L'obédience est ouverte aux femmes en 2010. On fait plus 800 soldes nets par an, dont 400 femmes. Donc un jour, il y aura autant de femmes que d'hommes, mais ça va prendre un peu de temps. Très bien. C'est le moment de passer à une tradition que nous aimons bien ici au mardi, qu'on appelle le petit jeu des mardis. Alors, le jeu est très simple. On va vous présenter une succession de clichés qui traitent de la franc-maçonnerie, et il va falloir répondre à cette question simple: mythe ou réalité? Voilà. Alors, pour commencer ce petit... Alors, vous avez une très belle scène du film Eyes Wide Shut ici. Alors, pour commencer sa première question, j'ai ici un billet de $1 qui m'a été offert récemment qui vient directement des États-Unis, qui m'a été offert par un ami très proche. Regardez ce billet. Il y a dessus les métaphores architecturales que vous avez soulignées. On voit très bien la fameuse pyramide avec l'œil qui surveillerait on ne sait pas quoi, cette espèce d'œil panoptique qui au final
verrez tout, et George Washington. Sur le verso de ce billet, George Washington, grand maçon s'il en est. Alors, quelle fonction de ces rites, enfin de ces symboliques architecturales et l'œil qui voit tout, mythe ou réalité? Comment ça? Comment vous pouvez dire que c'est l'œil qui voit tout? On peut poser la question à M. Keller, qui en parle d'ailleurs Je dans ne parle le pas, Topé je ne parle si pas. vous voulez. Mais c'est pas l'œil qui voit tout. Le symbole, C'est Dieu. Ben oui. C'est le grand architecte, enfin celui que vous appelez. Non, enfin, celui qu'eux appellent Dieu. En tout cas, les gens qui ont fait ça, ils sont tous maçons, évidemment, mais c'est le grand architecte de l'univers, l'œil de Dieu, au-dessus d'un triangle. Comment expliquer que ce symbole maçonnique apparaisse sur le billet de $1? Parce que c'est de la même façon. Comment expliquer que Washington apparaisse? Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a une tradition aux États-Unis qui est une tradition déiste de la franc-maçonnerie, évidemment. Et on ne pouvait pas imaginer qu'un président de la République des États-Unis ne fût pas maçon. C'était comme ça. Il était même protecteur de l'ordre maçonnique, comme les monarchies anglo-saxonnes ou nordiques. Vraiment. Donc ça, c'est pour moi, enfin, c'est évident. Oui, c'est un cadeau. Merci. Il faut rendre le billet. Donc, vous voyez, c'est pas du tout... c'est vraiment la tradition anglo-saxonne de la maçonnerie. C'est vraiment ça. La reine d'Angleterre, enfin non, le prince, comment il s'appelle? Le duc de Kent. Le duc de Kent est protecteur de l'ordre maçonnique en Angleterre. Parce qu'ils n'ont pas la tradition politique ou sociétale de la maçonnerie en France depuis 1877, c'est-à-dire, au fond, quelque chose de cet ordre-là qui a été un schisme, comme a dit Daniel. C'est-à-dire qu'au fond, ce schisme a provoqué plein de choses importantes par rapport à la maçonnerie des origines, si j'ose dire, qui ne s'intéressait jamais aux questions sociétales ou politiques. D'où d'ailleurs la persécution qu'a connue la maçonnerie lorsque Pétain a pris le pouvoir sous le régime de Vichy. Les maçons étaient persécutés. Mon père a été arrêté et amené en camp de déportation parce qu'il était maçon. Et Dieu merci, il ne savait pas qu'il était juif en plus. Mais il était socialiste et maçon. Et il a été arrêté pour ça. Il était de la maçonnerie, pas la même que la mienne, dans une autre obédience. Mais peu importe. C'est-à-dire qu'à force d'avoir politisé d'une certaine façon la maçonnerie, enfin politisé, d'avoir en tout cas participé aux grands débats, et même avoir incité les grands débats, les grandes réflexions républicaines, tout ça, enfin bon, etc., d'avoir un projet de société maçonnique. Enfin, quand c'est... Je dis ça avec considération, je ne dis pas ça désagréablement. Mais en tout cas, ça a classé la maçonnerie dans une certaine échiquier politique, etc. Et donc ça a créé des anti-maçons. Regardez, pendant le mariage pour tous récemment, il y avait les manifs du mariage contre le mariage pour tous, etc. Il y avait des slogans anti-maçonniques. C'est-à-dire parce que ça a été lié à des images comme ça. Vous voyez, là, la pieuvre maçonnique qui sort là, elle veut étouffer la France. C'est évident qu'il ne s'agit pas de la maçonnerie de tradition anglo-saxonne ou la maçonnerie purement déiste à laquelle j'appartenais. Vous voyez. Et donc, c'est très important de voir ça. Ça tombe bien, le truc, parce que c'est vraiment toute l'horreur de l'antimaçonnisme en France, de la tradition d'extrême droite. Vous savez, moi, on me faisait remarquer quand je tournais au Front National constamment que j'étais franc-mac. Vous voyez, c'était pas amical quand il disait ça. Vous voyez, mais je m'en foutais. Tant pis, oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est important de voir qu'il y a des traditions. C'est important de voir qu'il y a des traditions maçonniques, qu'elles ne sont pas les mêmes, et que voilà, ça crée ça, l'antimaçonnisme. Le maçonnisme crée l'antimaçonnisme aussi. L'extrême droite n'a pas le monopole de l'antimaçonnisme. Oui. Dans les années 20, le Parti communiste ça ne m'a pas échappé, mais oui, c'est une question politique, toujours. Vous voyez ? Vous n'allez pas, il n'y a pas de tradition qui consiste à dire ce billet de $1 est un torchon politique. Vous voyez, c'est ça la différence, quoi. Mais je sais bien qu'il y a des... Mais pour compléter ce que dit Serge, bon, la République américaine, un pays des États-Unis, est une république maçonnique à la base. Ce sont des grands maçons qui l'ont faite. Alors, la pieuvre, le triangle, pardon, avec l'œil de Dieu, c'est exactement la même chose que le dessin de Riss dans Charlie Hebdo. Ça renvoie dans la Bible à la représentation de Dieu. Hein, on l'a dit, c'est la maçonnerie, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu le dernier numéro de Charlie, où on voit Dieu avec une Kalachnikov sur le dos. Bon, on peut trouver le dessin
bien ou pas, mais il met un triangle avec un œil, et en fait, c'est la représentation dans la Bible que l'on voit de Dieu. Bon, c'est vrai que comme la franc-maçonnerie n'est pas une anti-religion, elle a repris ce symbole qui lui va très bien, hein, et c'est vrai que l'œil, qui est un peu la figuration du grand architecte de l'univers, est très présente. Et c'est vrai que les États-Unis sont une république maçonnique. Lafayette était un grand franc-maçon, lui qui s'est porté au secours des insurgés américains dans leur guerre d'indépendance. Et il y a des maçonneries qui s'est tout de suite mise du côté du pouvoir. C'est exactement le cas de la maçonnerie anglaise, car le grand maître de la Grande Loge d'Angleterre est toujours un membre de la famille royale. Et la maçonnerie, avec l'Église anglicane et la monarchie, est un des 3 piliers de la société. La maçonnerie en France, elle s'est constituée, on va dire, dans l'opposition, pas du côté du pouvoir. Elle a été tolérée et souvent brimé. Louis XV lui-même a d'abord interdit la maçonnerie, puis après il est devenu lui-même maçon. Bon. Et on voit le premier acte d'antimaçonnisme, c'est 1738, c'est la bulle In Eminenti de Clément XII, qui dénonce la maçonnerie, et qui la dénonce pour de bonnes raisons. Et Clément XII a tout de suite compris en quoi la maçonnerie était un brûlot, c'est-à-dire que la bulle In Eminenti attaque l'esprit de libre examen, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit critique, attaque cet esprit de libre examen sur lequel la maçonnerie, cet esprit rationaliste des Lumières. Bon, cette bulle, comme elle n'a jamais été appliquée, elle n'a jamais menacé les maçons, mais en tout cas, l'antimaçonnisme se développe, et c'est au tout début du XIXe siècle, à travers l'ouvrage de l'abbé Baruel, que va naître véritablement l'antimaçonnisme moderne. D'abord, les maçons ont fait la Révolution, donc la Révolution est un complot de maçons, et surtout, au tout début du XIXe siècle, apparaissent les premiers symptômes de ce que l'on va appeler le complot judéo-maçonnique. C'est-à-dire que les contempteurs de la maçonnerie diront, oui, effectivement, les maçons, bon, vous les connaissez, vous en connaissez, ils sont sympas, bon, les loges, c'est très bien, mais ne vous y fiez pas, car il y a aussi derrière les loges des arrière-loges, et dans les arrière-loges, ceux qui tirent les ficelles, ce sont les juifs. Et cette idée du complot judéo-maçonnique, il va évidemment prospérer tout au long du XIXe siècle. C'est en 1934, à l'Assemblée nationale en France, qu'est proposée une loi interdisant la maçonnerie. Elle est rejetée, c'est juste après l'affaire Stavisky, dans un moment un peu compliqué. Et puis, évidemment, il y aura les lois de Vichy. Il ne faut pas oublier quand même que les premières lois d'exclusion ne sont pas prises contre les Juifs, elles sont prises contre les maçons. Pierre Brossolette, enseignant de la République, est destitué de ses fonctions parce qu'il est franc-maçon. Bon, les maçons ne feront pas évidemment l'objet des mêmes persécutions que les Juifs par la suite, mais 41, Vichy fait élaborer dans tous les journaux de France les listes de francs-maçons. Et là, le régime de Vichy s'arrête tout de suite, parce qu'en règle générale, quand on fait ces listes, qu'est-ce que découvrent les gens? Ils découvrent que le maçon, c'est l'instituteur, c'est le pharmacien, c'est le médecin, c'est des gens plutôt sympas, avec lesquels ils ont l'habitude d'aller boire un coup au bistrot, qui rendent des services, etc. Et donc, finalement, ça donne plutôt... ça redore le blason des maçons, et ces campagnes s'arrêtent. Mais voilà, donc il y a tout ce cheminement qui continue d'ailleurs d'être présent dans l'inconscient. Et Serge effectivement évoquait la résurgence de l'antimaçonnisme que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On pense à Alain Soral en priorité. On pense à Soral, on pense à tous les réseaux islamistes qui dénoncent la maçonnerie comme une association de mécréants. Et puis le printemps français qui a fait parler de lui il y a quelques mois au moment de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Pour terminer sur mythe ou réalité, on a tendance à dire que vous avez des signes de reconnaissance, donc la poignée de main. Nous avons ce qu'on appelle des signes et des attouchements, parce que, bon, voilà... Pouvez-vous expliciter attouchement ? C'est un mot qu'il faut prendre dans son sens étymologique. N'y allez pas y voir une pratique moralement répréhensible, mais c'est vrai que les maçons, justement... comme ils ont toujours été dans un état non pas de clandestinité, mais pas toujours effectivement libre de toute circulation, bon, ils ont des signes que l'on conserve, alors c'est symbolique, que l'on conserve, donc quand on se serre la main, voilà. D'accord, très bien.
Maintenant, on va plutôt aborder un petit peu, on va dire, l'actualité de la franc-maçonnerie. Quel est le rôle un petit peu de la franc-maçonnerie aujourd'hui? Donc la question qu'on se pose, c'est au XXIe siècle, quelles sont vos missions? Enfin, quelle est la prochaine œuvre du grand architecte, en quelque sorte? Je ne vais pas priver Serge de parole, mais je crois que je te la rends tout de suite. Mais moi, je dis toujours, le rôle de la franc-maçonnerie, c'est de former des francs-maçons. Et je pense que là-dessus, on se rejoindra. Bon, la maçonnerie, elle n'a pas une mission. Voilà, pas une mission. Bon, nous disons dans nos textes institution essentiellement philosophique, philanthropique et progressive. La franc-maçonnerie a pour objet d'améliorer l'homme et la société, pour résumer. Hein. Bon, voilà. Donc on a dit ça. Si on était dans le monde de l'entreprise, on dirait que c'est la vision. La vision, hein, la vision, c'est améliorer l'homme et la société. Après, quelle stratégie vous mettez en place? Bon. Donc, cela étant, il est vrai que le Grand Orient de France s'est illustré par son combat pour la République. Tous les républicains ne sont pas maçons, je reprends ce que disait Serge tout à l'heure, mais j'ose espérer que tous les maçons sont des républicains. Et c'est vrai que comme la maçonnerie a vécu en résonance avec la République, à la fois dans ses heures de gloire et dans ses heures de détresse, il y a une mobilisation au service de la République, en tout cas au Grand Orient, mais je pense que tous les maçons, quelles que soient les obédiences, sont d'accord sur ce point-là. Il y a une mobilisation, ça c'est le 11 janvier, hein, il y a une mobilisation au service de la République chez les maçons, et je crois qu'effectivement, on ne peut pas, en tout cas au Grand Orient de France, se désintéresser aujourd'hui des dangers, des menaces qui pèsent sur la République. Et la République, c'est quoi aujourd'hui? Enfin, quelle est votre vision de la République? Est-ce que, enfin, tout le monde se prétend, se défend d'être républicain, mais justement, vous, en tant que franc-maçon, quelle est votre vision? Est-ce que la République a évolué en fonction du temps, elle évolue en fonction des personnes? Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la République? Comment la République doit réagir? La République, c'est un peu, je dirais, la colonne vertébrale de la démocratie. La démocratie, elle est, comme j'ai l'habitude de dire parfois, un peu axiologiquement neutre. Elle tolère à la fois des partis qui la promeuvent, mais en même temps des partis qui veulent la détruire. Bon, la République, l'esprit républicain s'est construit à travers la volonté de mettre en place certains principes, liberté, égalité, fraternité. Ça n'a pas toujours existé. C'est en 1848 qu'on ajoute fraternité, d'ailleurs, au diptyque liberté, égalité. Donc la laïcité. La laïcité est un des principes fondateurs de la République, au sens de la Troisième République. Hein, mais la première séparation des églises et de l'État, c'est pas vrai, c'était déjà la première République qui avait séparé les églises et l'État. Ça n'a pas duré longtemps. Mais donc ce sont ces principes républicains qu'il faut sans cesse répéter, parce que la République, c'est finalement le gouvernement des hommes par les hommes et les femmes qui constituent la société. C'est l'idée que, finalement, une société n'a pas besoin de se placer sous une loi divine ou une loi supérieure pour construire son destin commun. Bon, donc c'est quelque chose d'exigeant. C'est ce qui fait que le président de la République en France, il prête serment sur la Constitution, alors que le président américain, il prête serment sur la Bible. La République américaine garde une transcendance, quelque part. Sinon, on ne prêterait pas serment sur la Bible. Mais, donc, évidemment, la République, c'est un pacte, c'est un consentement de tous les jours qui nécessite une mobilisation citoyenne. Bon, voilà, je dirais que c'est ça qui fait la République. Quand vous avez 20 millions de Français qui ne votent pas quand il y a des élections, ça pose un problème. Alors, on n'a pas besoin d'être maçon. Je rejoins Serge. On n'a pas besoin d'être maçon pour se poser ces questions. Mais quand on est maçon, est-ce qu'on n'a pas une manière particulière ou spécifique de répondre à cela? Est-ce qu'on n'a pas peut-être des principes, des valeurs à amener pour revivifier cette République? Monsieur Moati, vous voulez ajouter quelque chose? Vous parlez de la laïcité. Quel modèle, quelle définition de la laïcité prenez-vous? Est-ce que vous prenez une laïcité ouverte? Le mot laïcité est apparu. Et laïcité comme un combat central de la franc-maçonnerie, comme une valeur centrale de la franc-maçonnerie depuis le XVIIIe siècle. Quelle vision de la laïcité entretenez-vous? Une laïcité ouverte qui ferait, où chacun pourrait exercer sa religion et coexister dans la sphère publique, ou une conception plutôt fermée de la laïcité où ce qui est de l'ordre du public reste complètement neutre, axiologiquement neutre,
et où la pratique de la religion est renvoyée à la sphère privée. On reviendra sur la spiritualité, parce que la laïcité est intéressante de ce point de vue-là. La laïcité, je crois que la laïcité, moins on met d'adjectifs, mieux on se porte. Donc elle est ni fermée ni ouverte. La laïcité, c'est la laïcité. Je reprendrai cette lettre, c'est un des termes de cette lettre de Voltaire, un ami, dans lequel il dit finalement ce qu'il veut, c'est que la religion ne s'occupe plus du gouvernement des hommes. Du gouvernement, quand il dit des hommes, c'est des hommes et des femmes, du gouvernement de la société. Il dit, voilà, j'attends ce moment où la religion ne s'occupera plus du gouvernement des hommes, et ce moment où finalement où il y aura une vraie séparation entre le religieux et le politique. Cette société dans laquelle la religion n'aura pas vocation à plus s'occuper de politique que les affaires de cuisine n'auraient à le faire. Bon, c'est quasiment son image. Bon, il conclut cette lettre en disant qu'il ne le verra pas, mais j'aurais envie de dire, on l'a toujours pas vu d'ailleurs. On l'a toujours pas vu parce que je crois que le principe fondateur de la laïcité, c'est cette séparation du religieux et du politique. C'est l'idée que, et ça renvoie évidemment à une histoire très précise, et au fait que la Révolution marque une rupture avec ce qui était finalement la forme normale de la société, c'est-à-dire une société théocratique. Alors, plus ou moins théocratique, bon. Mais la société du XVIIIe siècle est une société théocratique dans laquelle le roi est un roi de droit divin. Voilà. La loi vient du ciel. Et la laïcité, c'est séparer le religieux du politique. Et quand on a, comme ça m'arrive, des discussions avec les représentants d'autorités religieuses, quelles qu'elles soient, on est là sur un vrai point dur, qui est tout à fait intellectuellement compréhensible. On est là sur un vrai point dur, parce que les églises ont une difficulté à comprendre que la religion soit, finalement, ou ne devrait être, qu'une spiritualité pour soi, sans chercher pour autant à gouverner la cité. Bon. Ce que la spiritualité maçonnique comprend tout à fait, c'est-à-dire que la spiritualité maçonnique, c'est une spiritualité pour soi, c'est pas une spiritualité qui a vocation à gouverner la société des hommes. Donc c'est la raison pour laquelle, dès 1792, les révolutionnaires décident de confier l'état civil aux communes et de les retirer aux paroisses. C'est la laïcisation de l'état civil. Le fait de retirer l'état civil aux paroisses, c'est pas parce que l'Église ne savait pas tenir. D'ailleurs, quand vous allez dans les archives départementales, si vous vous intéressez à la généalogie, c'est merveilleux, tout ce qu'on peut retrouver. Mais c'est cette idée qu'il y a des missions d'intérêt général, on va dire, pour parler comme Rousseau. Il y a des missions d'intérêt général, il y a des missions qui touchent au bien commun, qui ne doivent pas relever de la compétence d'une Église, quelle qu'elle soit. Bon, c'est la même chose avec la construction de l'école laïque par Jules Ferry, dont on parlait en début de soirée. Donc c'est ça la laïcité. C'est quelque chose qui sera évidemment consacré par la loi de 1905, laquelle n'emploie pas le mot laïcité, mais elle va jusqu'au bout en disant, bon, il faut séparer, effectivement, il faut séparer les églises de l'État. Alors évidemment, pour revenir sur ce que disait Serge, ceci ne doit pas entraver l'exercice de la liberté de conscience. Laquelle liberté de conscience se matérialise dans l'expression de convictions. Et lesquelles convictions peuvent se décliner depuis le ni Dieu ni maître jusqu'à la croyance en un Dieu révélé. Après, la question, c'est comment on fait pour que tout ça vive ensemble. Voilà. Et pour cela, il faut des règles. Je crois que c'est ce que la laïcité le rappelle. Il faut des règles. Et il faut, j'ajouterais, un esprit de retenue. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à peu près à faire une société dans laquelle il n'y a pas des barrières ou des murs invisibles qui séparent les individus. Monsieur Moati, est-ce que vous voulez réagir, ajouter quelque chose ? Non, je ne vois pas comment je peux m'infiltrer dans un débat comme ça. Vous voyez ? Ces questions sont à l'étude des loges. Mais non, pas du tout. Enfin, pas du tout dans mes loges à moi.
Vraiment, vous ne faites que répéter ce qu'on dit. Enfin, ce qu'on dit dans les journaux, dans les magazines, dans les machins comme ça, etc. Moi, la maçonnerie que je respecte infiniment, celle de Daniel, n'est pas du tout la mienne. Donc je ne comprends même pas ce qu'on dit. Vous voyez, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je suis en désaccord, enfin pas du tout sur le fond avec ce qu'il dit. Politiquement, évidemment, je suis d'accord avec lui et que la République, j'aime bien ça aussi, etc. Mais c'est pas parce que je l'ai appris en maçonnerie, du tout. C'est pas ce que j'ai fait en maçonnerie. Il se trouve que je suis républicain tout court. Et c'est pas parce que je suis maçon que je suis républicain, évidemment. Et c'est pas parce que je suis maçon que j'étais maçon plutôt, que je me disais tiens, comment améliorer la République et la démocratie dans la République. Ça n'a strictement aucun rapport. C'est pour ça que je me tiens un peu en dehors de ce débat, parce que c'est un débat ô combien intéressant par rapport au Grand Orient et par rapport aux obédiences qui sont dans l'orbite du Grand Orient. En France et dans le monde, hein, parce que le Grand Orient a essaimé aussi dans le monde. Mais moi, je ne me reconnais pas dans cette maçonnerie-là. Ça ne veut pas dire que je ne me reconnais pas dans une loge du Grand Orient, parce qu'il y a des loges différentes, qui pratiquent différemment la maçonnerie à l'intérieur du Grand Orient, puisqu'ils respectent la liberté de conscience. Et il y a des loges déistes au Grand Orient aussi. Mais ce n'est pas, disons, la majorité. Et donc moi, je ne peux pas me reconnaître. Posez-moi des questions par rapport à la spiritualité, je peux vous répondre. Mais je ne peux pas vous répondre sur qu'est-ce que je pense de la laïcité, ouverte ou fermée. Ce n'est pas le sujet. Enfin, si, c'est le sujet en tant que citoyen. Mais vous me dites, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez de la laïcité ouverte ou fermée? C'est d'accord, ça, je peux à peu près vous répondre. J'ai même passé des années à filmer ça. Mais en tout cas, je ne peux pas vous répondre en tant qu'ancien maçon. Vous comprenez la différence? Et je ne veux pas, surtout, entrer là-dedans. Parce que la maçonnerie, pour moi, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a une maçonnerie bien et une maçonnerie pas bien. Enfin, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce n'est pas je ne peux pas entrer comme ça, par immixtion, comme ça, dans un débat où je ne peux pas me reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne s'agit pas de... Parce que tout ce qui se dit là, parfois, est venu des gazettes. Vous n'avez pas encore abordé les termes du réseau, du machin, de l'entraide, de magouille, de tout ça, mais c'est aussi ce qu'on dit dans la maçonnerie. Il y a un chauffeur de taxi qui m'a amené jusqu'ici, là. Il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire? On va parler de la franc-maçonnerie. Ah, il m'a dit, ah ouais, les mecs qui se tiennent le coude et qui se font des trucs ensemble, etc. Bon, je lui ai dit, non, c'est pas exactement ça, mais enfin, je suis passé vite à autre chose parce que je me suis dit, aïe, 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 aïe. Donc, je ne pense qu'on ne doit pas... il faudrait un tout petit peu... Enfin, je ne sais pas comment dire. Enfin, oui, je ne peux que répéter. Moi, je suis allé là-bas pour rencontrer une présence divine. Bon. Et le reste, je m'en tapais, mais alors, le coquillard à un point extrême. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout allé chercher des leçons de socialisme ou des leçons de démocratie ou des leçons de république. C'est pas ça du tout. Je suis allé pour pratiquer un rituel. Un rituel, j'en avais 40 pages à apprendre par cœur toutes les semaines. 40 pages par cœur. Et si je me trompais dans une phrase, on me faisait sortir. Vous voyez? Et quand j'étais vénérable maître, c'est-à-dire patron de mon atelier, j'interrompais la séance si un type disait mal le rituel, par cœur. Il ne devait pas lire, il devait l'apprendre par cœur. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le même truc. Je me foutais de savoir si les frères autour de moi, assis sur les colonnes, ce qu'on appelle les colonnes, comme cette image-là, enfin bon, étaient de gauche, de droite, ça, je m'en foutais complètement. Et ce que je faisais en dehors de la loge, quand j'allais au Parti Socialiste, par exemple, pour travailler avec François Mitterrand, n'avait strictement aucun rapport avec ce que je faisais en loge. Vous voyez, donc, mais c'est important que vous sentiez ça ne veut pas dire que c'est, encore une fois, une bonne maçonnerie, une pas bonne maçonnerie. C'est pas ça du tout. Hein. Je peux vous parler que d'une expérience personnelle. C'est tout. Enfin, voilà, mais je ne suis pas la seule à le voir pas. Est-ce que vous pourriez nous parler du rôle de votre jeunesse? Vous rentrez en maçonnerie à 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce point, l'importance, ou en quoi est-ce que c'est clé de rentrer en maçonnerie à 18 ans? Qu'est-ce que ça a changé par rapport à des personnes qui rentrent beaucoup plus tardivement en maçonnerie? Je ne sais pas. C'est rare d'entrer en maçonnerie à 18 ans. D'abord, j'étais assez singulier dans mon genre, mais simplement parce que j'étais d'une famille maçonnique, d'abord. Grand-père, père, etc. Donc je connaissais confusément la franc-maçonnerie, mal. Hein, et comme je suis orphelin en plus, c'était des souvenirs de père mort, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de père vivant. Et donc c'était un souvenir comme ça, en bienificoté, etc. C'est à la suite d'un rêve que je suis entré en franc-maçonnerie. Vous voyez, ça n'a strictement aucun rapport avec ma conception de la démocratie ou de la République à l'intérieur de la démocratie. C'est un rêve où je voyais des gens que j'ai identifiés et qu'on a fait, et que je me suis aperçu que je rêvais au fond de ça. De ça. Vous voyez, des gens avec des drôles de choses autour des reins,
des trucs comme ça qu'on appelle des cordons, des gants blancs, signe d'innocence et de pureté. Et vraiment, et j'ai fait ce rêve, et je raconte ça, mon rêve, à un type, c'était au Niger, en Afrique noire. Vous voyez, je filmais des danses de possession, je filmais des initiations africaines. C'était ça, j'étais un jeune homme, en coopérant, comme on dit. Et ce type, on était à cheval, je me souviens, il me dit « descends ». Je me suis dit, il va m'engueuler parce que je martyrise ma monture, tout ça, c'est un cauchemar. Enfin bon, parce qu'il était très bon cavalier, lui, et moi j'étais déjà gros et sans chaud en ça par rapport à ce Don Quichotte impressionnant qu'était ce type. Et il me dit, descends. Il me dit, raconte-moi ce que tu as vu exactement dans ton rêve. Alors, je lui raconte ça à peu près. Et voilà qu'il se met à m'embrasser furieusement. Alors je me dis, il est pédé, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, bon. Et en fait, il me dit, tu es mon frère et tu ne le sais pas. Alors là, j'étais très, très étonné. Et alors, il me dit, est-ce que tu as des souvenirs de franc-maçonnerie dans ta vie? Et je lui raconte. Oui, parce que je savais vaguement de mon père qui, dans son camp de concentration, avait recréé une loge avec des maçons, d'autres maçons que lui, des maçons allemands, prisonniers politiques, parce qu'ils étaient anti-nazis, et ils avaient recréé une loge. Et donc tout ça me revient brusquement à la mémoire. J'avais 18 ans, mais j'avais perdu mon père quand j'avais 11 ans. Donc vous voyez, c'est très ancien, et puis il ne me racontait pas tout. Hein. Bon, et donc voilà, et c'est comme ça que lui, il était à la Grande Loge nationale française, donc cette obédience extrêmement déiste, etc. Et il m'a fait faire le tour des obédiences à Paris pendant que j'étais en permission, parce que j'étais militaire en même temps. Et je vais voir les différentes obédiences, et chacun me dit, voilà ce que c'est, nous, notre maçonnerie, enfin, notre obédience, tout ça, etc. Et non, moi je suis allé spontanément vers la plus traditionnelle. La plus traditionnelle, c'est-à-dire celle qui ressemblait le plus à ce que j'avais vu en Afrique, où par exemple le mot athée n'existe pas en Afrique. Et j'avais envie de quelque chose de très traditionnel et de très spiritualiste. C'est comme ça, voilà, je ne vais pas m'excuser. Donc voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en maçonnerie pendant des années heureuses de ma vie. Mais justement, on voit là deux manières vraiment complémentaires, différentes en quelque sorte, d'être franc-maçon. You got it. Voilà, Ouais. tout à fait. Et justement, en fait, est-ce que vous comprenez que le mystère, parfois, apporte le fantasme, et donc tous ces articles que vous décriez dans les journaux, bon, j'espère que vous ne nous assimilez pas non plus trop à ça, mais bon, voilà, est-ce que vous comprenez que l'aspect mystère puisse engendrer tout... Enfin, si vous êtes présent ici, ce soir, c'est également pour faire taire tous ces journaux, non? Bien sûr, mais vous n'avez pas entendu parler de mystère. Hein. Quoi? Vous n'avez pas entendu parler de mystère. Non, mais justement, vous êtes là pour ça. Oui, mais alors Tout le monde est content, alors. Oui, non, mais voilà, je ne vais pas juste, parler de mystère. Hein. Je ne vais pas parler de mystère. Non, mais c'est pas vous qui parlez de mystère, mais la franc-maçonnerie est quand même entourée d'une aura un peu mystérieuse. Enfin, c'est pas forcément les francs-maçons qui la donnent, mais c'est vraiment il y a cet aspect-là qui fait fantasmer les gens, justement. Moi, j'ai jamais caché mon appartenance maçonnique quand j'y étais. Vraiment pas. Et le grand maître encore moins, puisqu'il était un personnage public. Oui. Mais j'ai jamais caché, évidemment, cela. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais caché quelque chose qui était mon bonheur et mon... Vous voyez, vraiment, je ne vois pas pourquoi je l'aurais caché, au nom de quelle chose étrange. J'avais rien fait de mal, si j'ose dire. J'étais ni un magouilleur, ni un jeune homme ambitieux. Si, ambitieux j'étais. Mais pas du tout dans ce genre-là. Je ne me servais pas de la maçonnerie pour arriver. La preuve. J'en suis parti arrivé, au sens, c'est que je ne supportais pas qu'on mélange les genres. Vous voyez? Donc non, je ne voyais pas pourquoi j'aurais caché quoi que ce soit. J'avais rien à cacher. Et puis le secret dont on parle, le secret maçonnique, est quelque chose que vous ne pouvez que vivre à l'intérieur de la loge. Il n'y a pas de secret. Par exemple, vous parliez de l'histoire des mains et tout ça. J'ai jamais serré la main comme ça à quelqu'un. Vous voyez, jamais. J'aurais trouvé ça de la plus grande des vulgarités. Vous voyez, non, il n'y a pas de secret. C'est le secret de l'initiation. L'initiation, tiens, vous n'en avez pas parlé. L'initiation, c'est quoi l'initiation? Il y a des gens qui sont initiables, jamais possiblement initiables. C'est-à-dire qu'il faut une certaine qualité pour être initié. Dans toutes les traditions du monde, les plus ancestrales, les plus archaïques, quand il y a des cérémonies d'initiation, il y a des gens qui ne passent pas le cap, qui ne sont pas initiables. Vous voyez, non, c'est important ça. C'est-à-dire que ce n'est pas, quand on dit libre et de bonnes mœurs, par exemple, tout à l'heure on faisait allusion à ça, ça veut dire que vous n'êtes pas asservi comme type. Ça ne veut pas dire esclave au sens con, mais vous êtes asservi par des choses qui vous plombent dans la vie, ça vous empêche d'être initiable. Bonne mœurs, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sexuellement attiré par les dames. C'est pas ça. Ou par les hommes, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça du tout. Bonne mœurs, ça veut dire vous êtes dans la rectitude du monde. Vous pratiquez la morale. Et ça me paraît très, très important.
la morale. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on apprend en maçonnerie, enfin, je veux dire, à travers une histoire légendaire, à travers un rituel qui est une grande histoire où tous les êtres humains apprennent quelque chose, apprennent quelque chose de très important sur la vie et la mort. C'est très, très important. Et ce n'est pas un secret, c'est le rituel. Et le rituel, il est important à pratiquer. À pratiquer. Si vous ne sentez pas ça, c'est pas la peine pour moi d'entrer en maçonnerie, cette maçonnerie-là, c'est pas la peine. Je comprends très bien qu'on puisse être athée, et voilà, et pas stupide, comme disaient les constitutions d'Anderson. Mais en tout cas, si vous vous intéressez à ça, si vous vous intéressez à l'esprit, je vous rappelle incidemment qu'en ce moment on fête le 20e anniversaire de la mort de François Mitterrand. On avait travaillé ensemble là-dessus. Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas. C'était une phrase qui résonne très profondément chez un maçon de tradition. C'est très important. Dans la loge, il y a des forces de l'esprit. Et si on ne croit pas à ça, il vaut mieux aller ailleurs. Je pense à ça, vraiment. Donc voilà, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a une maçonnerie comme ça, qui se pousse du col, chic et spiritualiste, et une autre maçonnerie républicaine, démocratique, etc. C'est pas la question. Mais je pense que si on ne sent pas ça, si on ne sent pas une espèce de formidable appétence pour ce qu'on appelle la présence divine, enfin, et on la quête, on la sollicite, on la rêve, on a envie, et qu'elle peut s'exercer à travers un rituel strictement appliqué, où pas un mot n'a changé depuis des siècles. Pas un mot. Et c'est très important que les mots ne changent pas. J'ai jamais cru au curé joueur de guitare. Vous voyez, c'est pas ça qui m'intéresse. Même chose pour la maçonnerie, il ne faut pas changer un mot. Bon, voilà. Mais j'ai été long. C'est ma revanche. Non, mais voilà. Nous allons donc passer aux questions du public. Donc, merci, avant de poser chaque question, de vous lever, vous présenter, donc de poser une question concise et précise, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous deux. La question que je voulais poser, c'était de savoir comment on devient franc-maçon aujourd'hui. Est-ce qu'il y a toujours les mêmes rites d'initiation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à avant? Comment on devient franc-maçon aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les mêmes rites d'initiation qu'aux origines, ou est-ce que les rites ils ont évolué? Comment on devient franc-maçon et est-ce que les rites ont évolué? Comme l'a dit Daniel tout à l'heure, c'est un endroit où on entre beaucoup plus facilement qu'à l'ESSEC ou à l'ENA. Et d'ailleurs, pour arriver dans sa vie, il vaut mieux avoir fait l'ESSEC et l'ENA que la franc-maçonnerie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, on peut soit communiquer par Internet, à la limite. Hein. Sinon, c'est un copain que vous avez, que vous ne soupçonnez pas d'être maçon, enfin le soupçon, et puis qui vous dit brusquement, ça peut t'intéresser, enfin je ne sais pas quoi, parce que soit pour différents engagements possibles. Hein. Et à ce moment-là, ça se complique, c'est-à-dire qu'il faut passer des examens amicaux, mais pointus, ce qu'on appelle des examinateurs de la loge qui viennent parler avec vous, savoir quelles sont vos motivations, pourquoi vous voulez entrer en franc-maçonnerie, etc. Vous voyez, et qui vous font parler de vous, quoi, de vous et ce que vous venez chercher en maçonnerie. Ensuite, il y a les cérémonies d'initiation qui sont très très importantes, capitales, qui sont différentes suivant les obédiences un peu, mais en tout cas qui sont chaque fois liées à l'histoire de. Il y a une phrase très importante. Le vénérable maître, c'est-à-dire le patron de la loge, dit « Mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane. » Et à la fin de la cérémonie, quand on ferme la loge, on dit « Bon, ben, vous allez partir vers le monde, etc., le monde dit profane, mais on vous reconnaîtra, vous les maçons, dans le monde. Mais vous n'avez pas besoin pour ça de clamer que vous êtes ceci ou cela. Mais on vous reconnaîtra par votre comportement moral, en gros, et par vous ferez rayonner des lumières autour de vous. » C'est un vieux rituel, ça. Hein. Et donc, je pense que là, si vous voulez, il y a une cérémonie d'initiation, mais je ne peux pas la raconter pour le coup. Ça se vit. Ça se vit. Vraiment, ça se vit. Mais plein de gens vivent et se sont transformés, je veux dire, profondément. On peut ajouter que ces cérémonies d'initiation, elles se déroulent aujourd'hui de façon assez semblable à la manière dont elles se déroulaient au XVIIIe siècle. Je suis sensible à ce que dit Serge quand il dit finalement il y a dans la maçonnerie cette capacité à conserver les textes et les pratiques des origines. Alors pourquoi procède-t-on ainsi? Quand vous entrez en maçonnerie, vous êtes d'abord apprenti, ensuite compagnon, après maître, parce que c'est une société initiatique, on en a parlé, et ça suppose
croire que le travail que l'on doit faire sur soi-même suit une logique de progressivité. Et cette logique de progressivité, elle se matérialise à travers ce que l'on pourrait appeler des rites de passage. Des rites de passage, quand vous êtes initié, c'est l'initiation, hein, comme son nom l'indique, c'est un commencement, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Vous entrez dans une nouvelle vie. Et évidemment, ça suppose de subir des épreuves. Bon, voilà, donc ces épreuves, elles font partie de cette culture initiatique qui va vous amener à réfléchir autrement. Et c'est intéressant parce que je disais que la maçonnerie avait beaucoup misé sur l'esprit des Lumières, la raison, le rationalisme, mais en même temps, en interne, elle s'est dotée d'une logique plutôt symbolique. Et elle a réinventé, je dirais, un monde enchanté, un peu, non pas à l'opposé, mais complémentaire à cette conviction dans les pouvoirs de la raison. Bonsoir. Alors moi j'ai une double question, une pour M. Moiti et une pour M. Keller. Alors la première, pour M. Moiti, donc j'ai l'impression que vous avez une relation assez affective à la maçonnerie, et j'aimerais savoir les thèmes et les sujets abordés en loge qui vous ont marqué le plus, et pourquoi ils vous ont marqué. Et pourquoi ils vous ont marqué, oui. Et ensuite la question pour M. Keller. Alors, j'ai l'impression que depuis que vous êtes à la tête du Grand Orient de France, vous avez eu la volonté vraiment de médiatiser votre obédience. Et j'aurais aimé savoir, en fait, dans quel but. Est-ce que c'est pour gagner de nouveaux adhérents, ou est-ce que c'est pour être plus puissant dans la transmission des idées de la maçonnerie? Voilà. Vous voulez qui commence? Non, c'est pas vous. Non, mais moi, ça va être... il n'y a que le rituel qui m'a marqué pour répondre à votre question. Parce que dans ma tradition maçonnique à moi, il n'y a pas ce qu'on appelle des planches. C'est-à-dire personne ne parle d'un sujet quelconque, vous voyez. On ne fait que du rituel. Donc après, à la fin du rituel, enfin de la cérémonie rituelique, on se dit au revoir à la fois prochaine. Vous voyez, c'est pas... Enfin, on se dit ça mieux que ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de planche. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une université du savoir, comme aurait dit Daniel à un moment, ou quelque chose d'une planche, ou sociétale, ou symbolique, ou ce que vous voulez. Non, moi, je ne parlais pas. Vous voyez, moi qui suis prolixe dans la vie, je ne parlais pas du tout. Et c'était que le rituel qui m'intéressait. Vous voyez? Et donc, mais je n'étais pas seul. Hein. Ils étaient tous comme moi ou moi comme eux. C'est-à-dire rien ne m'a marqué au sens d'un savoir quelconque. C'était l'observation des frères qui m'entouraient. Un expert comptable, je ne sais pas quoi, des gens très très différents. Je me souviens, il y avait 3 experts comptables. C'était terrifiant, moi qui déteste les chiffres. C'était absolument terrifiant dans la vie, je veux dire, pas en loge. Il était trésorier, non? Et il y avait non, moi j'étais pas trésorier, Dieu merci. Moi, non. Mais moi, si vous voulez, il y avait pas on ne parlait pas, on n'évoquait rien. Et après, on allait dîner tous ensemble. Et là, il y avait un tour de parole voulu par le vénérable maître de l'Assemblée. Mais c'était jamais une question ou sociétale ou politique ou je sais pas quoi. C'était chaque fois on devait parler de soi. Exercice dans lequel j'excellais, évidemment. Et mais chaque fois j'essayais de dire aux gens, parlez le plus profondément de vous, de vous. C'est ça être maçon. Enfin, je crois. Hein. C'est une initiation personnelle. C'est pas un enseignement. C'est un enseignement doublé d'une initiation. Mais c'était jamais. Donc, je peux pas vous dire j'ai entendu parfois, quand je suis invité dans une loge qui n'est pas la mienne, j'ai entendu des planches, qu'on appelle une planche. Hein, c'est un exposé. Mais c'est pas ça qui m'a le plus comblé, vous voyez. Non, voilà. Pardon, hein, je vous réponds rapidement, mais voilà, maintenant je laisse Daniel. Non, mais je comprends que la maçonnerie puisse se concevoir à la fois comme une ascèse, hein, pour la partie rituelle, et un travail introspectif. Voilà. C'est une dimension de la maçonnerie. Et je crois que ce qui fait son charme, c'est cette ambivalence. Cet aspect ascétique et introspectif est présent, même s'il est, on va dire, marginalement présent dans une obédience comme le Grand Orient de France, où on ne trouve pas peut-être
toujours, mais encore que, il ne faut pas généraliser, on ne trouve pas toujours ce sens, évidemment, aigu de l'ascèse et de l'introspection. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai pris le parti de communiquer, parce que je crois que quand on est président d'une obédience comme le Grand Orient de France, qui s'est toujours pensé comme une obédience immergée dans les débats de société, si on fait l'impasse de la communication, dans le monde d'aujourd'hui, on a tout faux. Et donc on ne peut pas à la fois vouloir être une obédience qui cherche à faire valoir ses idées dans le débat de société et récuser les leviers grâce auxquels on peut être écouté ou entendu. Bon, moi j'ai mesuré cela au fait que voilà, plus la notoriété est forte, plus les sollicitations abondent. Donc d'une certaine façon, il y a une sorte de cercle vertueux. Bon, c'est pas du tout un problème de recrutement, parce qu'il y a à peu près 3000 entrées chaque année au Grand Orient, on est plus de 51 000, bon, on n'a vraiment pas de problème, on n'a pas de difficulté de ce point de vue-là. Mais je crois que c'est important, et ça correspond à une demande très forte de beaucoup de francs-maçons du Grand Orient de France, qui disent, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? La laïcité est menacée, les républicains de gauche et de droite sont devenus des mous, finalement plus personne ne se mobilise. Qu'est-ce qu'on attend, nous, au Géo, pour aller de l'avant? Donc voilà, il faut utiliser les leviers communicationnels que le monde d'aujourd'hui met à notre disposition. On va prendre une dernière question. Bonsoir, François-Pierre Ducluzel, étudiant en première année. Je me demandais simplement, plus en termes financiers, comment la franc-maçonnerie aujourd'hui se finance-t-elle, et notamment le Grand Orient, qui est une grande obédience. Est-ce qu'il y a toujours un rôle important du mécénat? Également, à quoi sert cet argent en dehors de l'entretien des loges et de la formation des maçons? Alors bon, je vais répondre sur la partie qui me concerne. Bon, le Géo, le Grand Orient de France, c'est 51 000 membres. Globalement, chacun verse à l'obédience l'équivalent de 165 €. Le Grand Orient de France, comme toutes les obédiences maçonniques, c'est une association de loi de 1901. Il ne faut pas perdre de vue. Hein. Nous ne sommes que, et surtout, parce que c'est une grande loi, la loi de 1901, nous sommes une association de loi de 1901. Donc ces 165 € par 50 000 membres font un budget d'environ 6 300 000 €. Donc c'est le budget annuel du Grand Orient de France. Et le Grand Orient de France ne vit que des cotisations de ses membres. Nous ne sommes subventionnés par personne. La seule subvention que nous avons reçue, c'est quand nous avons reconstruit le musée de la franc-maçonnerie, qui est musée de France. Et en tant que musée de France, il a bénéficié d'une subvention du ministère de la Culture, comme tout musée de France, avec les obligations qui vont avec le musée de France. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à venir visiter au 16 rue Cadet le musée de la franc-maçonnerie. 16 rue Cadet, donc dans le 9e arrondissement. Mais nous ne vivons que des cotisations de nos membres. Voilà. Et le Grand Orient de France a toujours... moi, depuis que je suis en fonction, on ne m'a jamais proposé de subventions. Je les aurais refusées, de toute façon. Donc l'indépendance, ça a un prix. Après, vous parlez du mécénat. C'est-à-dire que depuis maintenant 30 ans, le Grand Orient a mis en place une fondation, qui s'appelle la Fondation du Grand Orient de France, qui est une fondation reconnue d'utilité publique. Donc si vous faites un don à cette fondation, ces dons sont fiscalement déductibles. Mais la fondation a un fonctionnement totalement autonome. Elle ne vit que des dons de celles et ceux qui lui donnent de l'argent, évidemment pour beaucoup des maçons, mais pas exclusivement. Et donc voilà. Et la Fondation du Grand Orient de France, c'est à peu près un peu moins de 300 000 € d'intervention par an. Là, je vais, dans le cadre d'un grand colloque qui aura lieu à Calais le 23 janvier, remettre un chèque de 50 000 € à une association qui travaille sur le site de ce qu'on appelle la jungle à Calais, pour venir en aide aux réfugiés de Calais. Donc voilà, c'est très simple, il n'y a pas d'opacité. Et pour être tout à fait complet, le bilan du Grand Orient de France, c'est à peu près 25 millions d'actifs, 25 millions d'euros, constitués à 90% par le patrimoine immobilier du Grand Orient de France, puisque le Grand Orient de France, c'est à peu près 110 biens immobiliers à travers la France, dont notre siège, le 16 rue Cadet, qui est un ancien hôtel particulier, dont nous a fait don un ancien grand maître, qui était le Prince Murat. Et donc le Prince Murat a fait don au Grand Orient de son hôtel particulier, c'était en 1853.
Et depuis cette date-là, eh bien, cet hôtel particulier est devenu le siège du Grand Orient de France. Si un jour vous venez visiter le siège de la rue Cadet, vous visiterez le grand temple Arthur Groussier. Ce grand temple, qui est un très beau temple style Napoléon III, c'était la salle de bal de l'hôtel du Prince Murat. Bon, elle a été transformée depuis, on n'y danse plus depuis longtemps. Mais voilà pour les chiffres en toute simplicité. Eh bien, merci, Daniel Keller. Merci, Serge Moati. Merci à vous. Bonne soirée. Nous nous retrouvons juste après en cafétéria pour un cocktail et nous vous disons à très vite avec notre prochain invité, José Manuel Barroso. Bonne soirée à tous.